Ils sont même étonnés de voir un Français sans diplôme. J'avais plus rien. C'était vraiment... Je me rappelle qu'à cette époque-là, je passais devant un restaurant, je me rappelais toujours, ils vendaient du poulet, etc. Je voulais en acheter. Tu bavais. Ouais, je voulais en acheter, mais je pouvais pas. Il y a un moment où je m'y attends le mois, il m'appelle, il me dit, Harry, ton visa est sorti. Alhamdoulilah. Je me rappelle, j'étais en pleine rue comme ça, il me dit, Harry, ton visa est sorti. Donc, il m'embauche. Mon travail, ça a été de casser les œufs. D'accord. Ouais. Mais c'était dur parce que c'était sur la chaleur, avec les mouches, etc. D'accord. Pour moi, le racisme, c'est souvent lié à une situation économique. C'est-à-dire que si tu es dans un pays que tu tends la main, tu peux subir le racisme. D'accord. Quand tu viens de manière noble, non, tu vois. Il me dit, t'inquiète pas, etc. Il me dit, écoute, il me donne $200. Ah ouais. Il me donne $200. Il me dit, je vais te payer ton loyer pendant 1 an. Je me rappelle, il y avait un monsieur, je me rappelle toujours ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit... Le savoir n'a pas d'origine, vous êtes bienvenus au Maroc. Donc ça veut dire que je suis là, je suis à l'hôtel et je dépense mon argent. Je dépense mon argent à Dubaï. Ça coûte cher. Surtout que là-bas, la vie, elle est chère. Ouais, la vie, elle est chère. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, je me dis, bon, en attendant qu'il me fasse sortir mon visa de là-bas, je vais rentrer en Égypte parce que la vie, elle est chère aux Émirats Arabes Unis. J'appelle mon grand. Je lui dis, écoute, voilà, je vais rentrer en Égypte parce que c'est trop cher, etc. Il me dit, rentre pas. Il me dit, reste là-bas. Il me dit, allez, à votre facilité. Il me dit, reste là-bas. Je lui dis, mais non. J'ai dit, frère, c'est trop cher ici. Ouais. Je lui dis, j'ai pas les reins assez solides. C'est trop cher. Il me dit, non, reste là-bas. Moi, je l'écoute pas. Je fais quoi? Je vais avant, tu sais, j'avais pas de carte bleue, etc. D'accord. Je vais à l'agence de voyage pour prendre le billet pour rentrer en Égypte. D'accord. Et subhanallah, je commence à parler avec une dame, à sympathier avec une dame marocaine. Je dis voilà, moi, voilà, à l'époque, je suis dans le minhaj, etc. D'accord. Et je suis venu aux Émirats. Je dis, en fait, je voulais partir au Yémen pour étudier. Mais bon, malheureusement, ils ne m'ont pas donné le visa. Elle m'a dit, ah bon? Elle m'a dit, c'était Ahlus Sunnah. Elle m'a dit, pars pas. Elle m'a dit, je t'héberge chez moi. Waouh. Wallahi, dans l'agence de voyage. C'est magnifique, ça. La dame me dit, ne pars pas. Elle me dit, je t'héberge chez moi jusqu'à ce que ton visa y sorte. Incroyable. Quelle générosité. Ça veut dire, subhanallah, c'était une dame, une marocaine. Vraiment, car elle la préserve, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui. Et la dame, du coup, elle m'héberge chez elle. Elle habitait dans une grande villa à chargeur. Nourrie, logée, blanchie. Ah ouais, à ce point-là. Elle avait une dame de ménage, etc. Elle faisait tout pour nous, etc. Ça veut dire que moi, je pensais que mon visa allait sortir au bout de 2 semaines. Donc ça veut dire que je suis là, j'attends, etc. Malheureusement, le visa ne sort pas. Entre-temps, je fais connaissance avec... aux Émirats Arabes Unis, les gens ils aiment bien laisser leur camis descendre en bas des chevilles. D'accord. Et donc, je voyais des gens qui avaient des camis au-dessus des chevilles. Généralement, c'est des gens qui essaient d'être rigoureux dans leur religiosité. Ça veut dire que je sympathisais avec eux. Donc, ça veut dire que j'ai rencontré des frères somaliens, des frères yéménites. Je leur explique que j'aimerais bien aller au Yémen, etc. et tout, pour étudier, etc. Et donc, je commence à connaître pas mal de frères là-bas, etc. qui ils commencent à m'aider, etc. Donc, ça veut dire qu'au bout de 2 semaines, je dois quitter chez la dame. C'est la dame qui te demande de sortir? Ouais, je dois quitter chez elle un petit peu. Ça fait 2 semaines, etc. Et c'est normal, tu vois. Et donc, et maintenant, et en même temps, j'avais rencontré un autre frère là-bas qui lui aussi voulait partir au Yémen. Et lui aussi était avec son épouse. Ça veut dire qu'on commence à... Nous deux, on est ensemble, etc. Tu vois, on s'entraide et tout. Et subhanallah, lui aussi, il était dans un appartement qu'un frère lui avait prêté, mais malheureusement, il devait quitter cet appartement. Donc, moi, lorsque je quitte de chez la dame, je prends un hôtel et tout. Je me dis, bon, je vais prendre un hôtel pour quelques jours. Et lui, le frère, il est à la rue aussi, tu vois. D'accord. Donc ça veut dire, je lui dis quoi? Je dis, ok, ramène ton épouse. Elle va rester avec mon épouse à l'hôtel et puis nous, on va se débrouiller, tu vois. Et donc, il y a des frères qui avaient entendu parler de notre situation, alhamdoulilah. Ils nous ont trouvé un logement pour cette nuit-là, tu vois. D'accord. Donc, cette nuit-là, son épouse et mon épouse, elles sont à l'hôtel. Et nous, on avait dormi chez un frère yéménite, justement. D'accord. Qui savait qu'on voulait aller au Yémen. Et donc, après ça, maintenant, ce qui se passe, c'est que les frères que j'ai rencontrés aux Émirats Arabes Unis, ils me disent, écoute, on a un ami à nous, un Émirati, il a machallah, il a une villa
Et dans cette ville-là, c'est le gouvernement qui lui avait donné. D'accord. Pour l'instant, il n'y a personne dans cette ville-là. Ça se trouvait à Abu Dhabi. Il me dit, viens, on va t'amener là-bas. Et donc, je lui dis, ok, je prends mon ami avec moi. C'est une villa, il y avait 7 chambres. Elle était vide, mais il y avait 7 chambres dedans, etc. Ah ouais. Ouais, donc on dit, elle était vide. On dit, vas-y, on y va. Alhamdoulilah, ils nous mettent dans la villa. On reste là-bas pendant environ 2-3 semaines. Tous les jours, ils viennent. Ils nous ramènent à manger. Ils s'occupent de nous. C'était vraiment des Ansar. D'accord, c'est magnifique. Ansar, ils viennent. Ils nous ramènent à manger. Des gens généreux. Et puis à Abu Dhabi, j'ai tellement aimé. C'était magnifique. Et donc voilà, le temps il commence à passer. Je me dis, subhanallah, est-ce que mon visa il va sortir tous les Ça fait jours? combien de temps à peu près là? On en est à... Au moins 3 semaines. Hein. D'accord. Là, ça faisait au moins 1 mois et demi. Parce que j'avais fait 2 semaines chez la dame. Ouais, ça faisait 1 mois, 1 semaine comme ça que j'étais aux Émirats que vous Arabes attendez Unis. en fait. Ouais, et mon argent, en fait, il se terminait tous les jours. J'attendais le visa qui sort. Donc maintenant, le frère émirati, là, sa villa, il nous dit, bon, il doit récupérer sa villa, etc. D'accord. Donc maintenant, il nous dit, les frères nous disent, ouais, vous inquiétez pas, on a trouvé une autre solution. C'est qu'il y avait un quartier qui s'appelait, à Abu Dhabi, il s'appelait El Moussaf Al-Sha'biya. D'accord. C'était un quartier populaire ils avaient évacué les gens parce que les maisons, c'était des maisons un peu des bidonvilles. Insalubres, quoi. Ouais, insalubres qu'ils devaient détruire. Et donc, ils nous mettent dans cette maison-là. Sacrée différence. Ça veut dire que tu quittes une villa pour arriver dans une maison, il y avait un trou dans le plafond, il y avait des cafards, etc. D'accord, ouais. Moi, dès que j'arrive et je vois ça, je dis, waouh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et là, je me dis, moi, je suis en train de penser, là, ça fait à peu près 1-2 mois que tu es marié avec ta femme. Oui, ça fait pas. Donc, ça veut dire que tu la connais pas et tu l'as fait vivre ça. Exactement. C'est ça qui est fou. Exactement. Ça veut dire que c'était. Mais ce qui est bien, c'est que, tu vois, comparé à la génération d'aujourd'hui, tu vois, ça nous a pas posé de problème, tu vois. Et cependant, aujourd'hui, tu vois, alhamdoulilah, le fait que mon épouse, elle est patientée comme ça, alors aujourd'hui, il m'a enrichi et j'essaie de la mettre dans les meilleures des conditions, tu vois. Elle le mérite en tout cas. Elle le mérite, ben oui. Moi, alhamdoulilah, elle m'a facilité. La dernière fois, je lui ai donné de l'argent pour qu'elle puisse aller faire son hajj, etc. Alhamdoulilah. Donc, et tout ça, c'est justement par rapport à la manière dont elle m'a soutenu dans ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tu vois souvent les jeunes sœurs qui veulent se marier, elles veulent un homme qui est accompli, alors que parfois, lorsque tu prends un homme qui au moins, tu vois, il a de l'ambition, même s'il n'a pas tout, le jour où elle lui facilite sa situation, il va vraiment tout faire pour essayer de la mettre bien. Donc moi, en tout cas, aujourd'hui, je sais comment mon épouse a la patienté avec moi. Donc, lorsque je peux être la cause de... Je peux faire du bien, je vais le faire directement. Donc d'accord, maintenant, là vous êtes aux Émirats, tu étais dans la belle maison. Maintenant tu te retrouves dans l'endroit insalubre. Qu'est-ce qui se passe? Combien de temps tu restes? C'est quoi la suite? Donc là c'était vraiment compliqué. Franchement c'était vraiment compliqué. Et quand je suis entré dans cette maison, je me suis dit, subhanallah, qu'Allah vraiment il nous vient en aide, il nous sort vite de cette situation. Parce que franchement c'était compliqué. Donc vraiment ça devient compliqué, etc. Et tous les jours je appelle mon ami qui est aux Émirats Arabes Unis, qui est au Yémen. Ouais. Je lui dis, ouais, Akhi, c'est comment pour le visa, etc. Là ça devient dur aux Émirats Arabes Unis, etc. Et subhanallah, au moment où je m'y attends le moins, il m'appelle, il me dit, Akhi, ton visa est sorti. Alhamdoulilah. Je me rappelle, j'étais en pleine rue comme ça, il me dit, Akhi, ton visa est sorti. Et donc là, pour moi, c'était la délivrance. Ah, j'imagine. C'était la délivrance. Et donc, Allah Azzawajal, il facilite. Je devais aller à Chargeur, aller dans une agence, parce que comme d'habitude, on n'avait pas de carte bleue. Ouais. J'ai dû partir à l'agence. Et ça, je crois que ça s'appelait Felix Airways ou un truc comme ça. C'était une agence, c'était une compagnie yéménite. D'accord. Qui faisait des vols parce qu'il y a beaucoup de Yéménites aux Émirats Arabes Unis. D'accord. Et donc, subhanallah, on arrive au Yémen. Et lorsque j'arrive au Yémen, je vois le Yémen, c'est tellement un contraste avec les Émirats Arabes Unis. J'imagine, ouais. Et là, en fait, à un moment comme ça, je me dis, j'ai envie de retourner aux Émirats.
D'accord. Je me dis, j'ai envie de retourner aux Émirats. Pourquoi? Parce que le Yémen, c'était la street. Le D'accord. Yémen, c'était... Les Émirats, c'est l'un des plus beaux pays du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Yémen, c'est un des pays les plus pauvres du C'est un monde. des pays les plus pauvres au monde. Ouais. Et en fait, la chose qui fait que je retourne pas au Yémen, c'est que je me dis, si je retourne au Yémen, je retourne dans le taudis. Là. Et après, je me dis, est-ce que la sagesse d'Allah Azza wa Jal, c'était pas que si j'étais passé de la villa au Yémen, je serais retourné dans la villa. Ah, c'est possible, ouais. Je serais retourné dans la villa. Comme quoi, Et il y a là- du bon même dans les mauvais moments. Exactement. Et je me suis dit, sûrement, la sagesse d'Allah Azza wa Jal était que il fallait que je passe par cette étape du taudis, sinon je serais retourné aux Émirats Arabes Unis. D'accord. Le Yémen, quand j'arrive au Yémen, à l'aéroport, je me dis, waouh, ah ouais, c'est là que je vais venir étudier, etc. En fait, ça T'arrives casse. à Sanaa, dans la capitale? Non, j'arrive à Moukalla. D'accord. À Moukalla, c'est la plus grande ville du sud du Yémen qui est dans la région de Hadramaut. D'accord. J'arrive à Moukalla. Mon ami vient me chercher à l'aéroport. Il fait chaud. Plus chaud qu'aux Émirats? Il fait, en fait, il y a pas toutes les infrastructures. Il n'y a pas de clim Il partout. n'y a pas ça. de clim, Ouais, je etc. comprends. Il y a des coupures d'électricité. Ouais. Ah ouais. Et aux Émirats Arabes Unis, je mangeais bien. Les frères me ramenaient du poulet, etc. D'accord. J'arrive au Yémen, j'ai pas d'argent. C'est-à-dire que T'avais plus j'avais d'argent? plus rien. Plus rien? J'avais plus rien. Ma femme, il lui restait 400, il lui restait de l'argent. On a fait quoi? On a acheté des trucs, on a meublé une petite gazinière, même pas gazinière, un petit plaque, réchaud, quoi, ouais. un petit réchaud pour faire à manger. J'avais plus rien. J'avais plus rien. C'était vraiment. Et donc. Comment ça se passe? T'as plus rien? Comment tu fais? En fait, je me dis, il faut que je travaille. D'accord. Il faut que je travaille. Donc tu arrives dans un pays que tu connais pas. Ouais. Tu connais pas la population. Ils ont même un dialecte qui est pas forcément. En fait, ce qui était bien, c'est que comme je suis resté 1 mois et demi, 2 mois aux Émirats, Ouais. j'ai pu m'accommoder à l'arabe parce que là-bas, ils ont à peu près le même arabe qu'au D'accord. Yémen. Très bien. Ça veut dire que je parlais avec les Émiratis de là-bas, avec les Yéménites et tout ça. Tu es familiarisé Ça veut dire avec que cet arabe-là, voilà, quoi. je me suis Ce dialecte. familiarisé avec l'arabe parce que c'est pas le même arabe qu'en Égypte. Et à cette époque-là, mon arabe, il n'était pas aussi fluide qu'aujourd'hui. D'accord. Donc je me familiarise avec l'arabe, etc. Donc lorsque j'arrive au Yémen, par contre, ce qui m'a apaisé, c'est quand je rentre dans la mosquée. D'accord. Quand je rentre dans la mosquée, Ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois? en fait, je rentre dans la mosquée, il y avait un shir, il est mort, il s'appelle Shir Fahad. D'accord. Il est rahimahullah. mort, rahimahullah. Il est en train de faire un cours. D'accord. Et là, en fait, je me dis, ah, c'est ça que je suis venu chercher. D'accord. La science. C'est ça que je suis venu chercher. Après chaque prière, des cours. Tu rentres dans la mosquée. Dans la mosquée, il y avait des piliers, elle était grande. Tu vois un tel, il fait encore là-bas. Un tel, il fait encore là-bas. Un tel, il fait. Ah, c'est magnifique. T'as des cours partout. Et dès que tu arrives le lendemain, il t'ouvre un cours. D'accord. Tu as besoin de faire ça, ok, on te fait le cours directement. D'accord. Et donc, du coup, j'arrive et j'ai besoin de travailler. Donc, je trouve un appartement, alhamdoulilah. Mon loyer, je me rappelle, le loyer était à 40 € par mois. D'accord. Mais c'est Mais quand beaucoup. t'as rien, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est ça. Ça veut dire que 40 € par mois, alhamdoulilah, je trouve un travail. Je trouve un travail. Le travail que je trouve, le gars me paye 10 € par semaine. Donc ça fait 40 € par mois. Ça fait 40 € par mois. Ça veut dire que je peux payer mon loyer. Après, pour manger, il fallait se débrouiller. D'accord. Et ça veut dire que Tu nous le expliques ça. le premier travail que j'ai fait, je livrais des biscuits. D'accord. Ouais, je livre des biscuits. Ça veut dire qu'il y a un Yéménite. Parce que là-bas, En ils aiment- voiture ou tu livrais Non, à comment? pied, à pied. D'accord. Il y a là-bas, ils aiment beaucoup les gâteaux. C'est-à-dire qu'il y a un Yéménite, il préparait des gâteaux chez lui, il me les D'accord. donnait, et je devais aller les livrer dans les magasins. C'est-à-dire que je faisais mes cours le matin, etc. Et je crois bien que je travaillais entre le As et le Maghreb, Dans l'après-midi. voilà, l'après-midi, et je livrais des biscuits, etc. Ça, c'était le premier travail. Après ça, celui qui m'a embauché, il me dit, ouais, il va arrêter, etc. Ça veut dire que je dois chercher un autre travail. Il y a un frère, machallah, il avait ouvert un laboratoire où il faisait des gâteaux. Mais il avait un D'accord. grand laboratoire. D'accord, genre des pâtisseries. Il vendait des pâtisseries, D'accord. etc. Et donc, il m'embauche. Mon travail, ça a été de casser les œufs. D'accord. Ouais. Mais c'était dur parce que c'était C'est dur. sur la chaleur, avec les mouches, etc. D'accord. On devait casser les œufs, je devais séparer les jaunes des blancs. Ah ouais, Et d'accord. séparer les jaunes des blancs, c'était ça mon travail. Ça veut dire que je faisais ça le soir, etc.
Donc je suis resté à Moukalla, je suis resté en fait je suis resté dans la ville de Chirh. La ville elle s'appelait Chirh. Je suis resté là-bas pendant 4 mois. Après maintenant j'entends parler d'une autre ville qui s'appelle El Fayouch. El Fayouch où il y avait le cheikh qui s'appelle Cheikh Abdurrahman Al-Adani. C'était le petit frère du cheikh avec lequel on étudiait à Chirh. D'accord. Et donc les frères me disent que là-bas c'est mieux, il y a un peu plus de cours, ça vit un peu mieux, etc. Donc il y avait un groupe de frères qui partent en Darwa là-bas, qui partent le visiter. Et je vais avec eux pour visiter, etc. Et j'aime, tu vois, j'aime. Je vois que le Merkez, le centre d'apprentissage, il est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de monde, etc. Donc je me dis que je vais aller là-bas. Et donc, voilà, qu'est-ce que je fais? C'est que non, toutes mes affaires que je les avais, j'avais même pas beaucoup d'affaires. Hein. J'avais un petit frigo, j'avais une taille, j'avais ma bonbonne de gaz, j'avais presque rien, mes vêtements, j'avais presque rien. Bon. Donc, je mets mes affaires dans le bus, il y a un bus qui va là-bas. D'accord. Et donc, en fait, mon ami là, tu sais, qui était en Égypte, qui m'avait hébergé chez lui, etc. Et ben lui, en fait, il voulait grave partir au Yémen. D'accord. Il voulait grave partir au Yémen, donc il avait un appartement déjà sur place, mais qui était vide. D'accord. Donc il payait, mais il était vide. Il payait, mais il était vide. D'accord. Parce qu'il voulait partir, etc. Tu vois, il se prépare à partir avec sa famille. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai dit, voilà ce que je peux aller là-bas, vu que l'appartement il est vide, en attendant que je trouve un appartement. Il me dit, vas-y, il n'y a pas de problème, vas-y. Tac, je vais là-bas, etc. Alhamdulillah, je suis chez lui, tout ça, je suis dans l'appart, etc. Donc ça me permet de un peu de temps, etc. Avant de trouver une situation. Après, alhamdoulilah, le frère qui habite en bas de chez moi, il déménage. D'accord. Ça veut dire que moi, je prends son appartement, l'appartement d'en bas. Et donc, je suis là-bas. Alhamdoulilah, aussi, ce qui était bien là-bas, c'est que il y avait une moussarada, il y avait une aide pour les familles. D'accord. Ouais, il y avait une aide pour les familles. Ça veut dire que tous les mois, ils nous donnaient 10 000 rials. Je crois qu'à l'époque, ça représentait l'équivalent de 50 euros. D'accord. L'équivalent de 50 euros. Et donc, maintenant, ce qui se passe quand j'arrive là-bas, c'est que on est dans nos cours, etc. Donc, alhamdoulilah, on avance dans le Coran, dans la langue arabe, c'est magnifique. Les Yéménites, c'est un peuple vraiment qui est magnifique, etc. Et je me rappelle un jour, bon, financièrement, c'était compliqué et tout. Et donc, ma femme, elle avait un ordinateur portable et tout. Et je lui dis, je crois qu'il faut qu'on vende ton ordinateur. D'accord. Donc, suite à tes problèmes financiers, tu lui as demandé de vendre son ordinateur. Oui, j'ai ma femme, c'est chaud là. Franchement, le loyer, etc. et tout, tu vois. Et j'ai dit, attends, à chaque fois, je tiens à préciser, hein, c'est que aujourd'hui, je mets très bien ma famille. Hein, parce que les gens vont se dire, ah ouais, le gars, aujourd'hui, vraiment. Ça, c'était une époque où tu étais pauvre et que là, ça va mieux et là, c'est différent. Exactement. Bon, on va pas franchement étaler, mais alhamdoulilah, tu vois. L'année dernière, je suis parti en voyage à Oman avec ma femme et mes enfants. Et on voyage toujours. On était à la Umrah il n'y a pas longtemps avec les enfants. Là, on va repartir, Inch'Allah. Comme quoi, le fait qu'elle ait patienté aujourd'hui, elle le retrouve, alhamdoulilah. Je veux dire, c'est quoi ce bras cassé Donc, voilà, tu vois. Et puis, alhamdoulilah, tu vois, en vérité, c'est. Je pense, tu vois, quand on regarde Khadija radiallahu anha, comment elle s'est comportée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, c'est tout à son honneur. Exactement. Et donc, voilà, j'ai dit, franchement, là, c'est chaud, etc. Il faut qu'on vende l'ordinateur. Elle avait un petit PC. Après, elle me dit, non, c'est mort, mon PC, etc. Et tout. Après, je dis, ouais, franchement, c'est chaud et tout ça, tu vois. Et donc, bon, après, je pars, etc., à la mosquée. Après, je reviens. Après, elle me dit, bon, vas-y, finalement, vends-le et tout. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand je reviens, je prends son PC, je le propose à un Yéménite, etc., tu vois. Je le propose à un Yéménite, etc., tu vois. Et il dit, vas-y, ok, je veux voir et tout. Et maintenant, cependant, ma soeur, elle m'appelle, elle me dit, ouais, il y a un frère et tout, il t'a envoyé une sadakat, etc. Je dis, ah ouais, tout ça. Elle me dit, mais il ne veut pas que c'est qui. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est qui. D'accord. Elle me dit, quelqu'un t'a envoyé une sadakat. Donc, je vais au bureau de poste, on va dire, pour récupérer
cet argent que ma soeur elle a envoyé d'une personne qui m'a envoyé ça à Dakar, et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas c'est qui, qu'Allah le récompense en bien. Subhanallah, je croise là-bas un Yéménite. Moi, dans la ville là où j'habitais, il y avait un bâtiment vert. C'est le seul bâtiment vert. D'accord. Il était connu pour être le bâtiment vert. Et donc, lorsque je vais là-bas et tout, le Yéménite, il me dit, toi, il me dit, t'es français. Après, je dis oui. Après, il me dit, c'est toi qui habites au bâtiment vert et tout. Après, il me dit, tu vois, c'est moi et tout. Il me dit, t'as vendu ton ordinateur aujourd'hui? Je dis, ouais, comment tu sais? Si tu l'avais vendu à ce moment-là? Je l'avais vendu, tout ça. Quand il me dit, t'as proposé ton ordinateur à la vente. Je ne sais plus si je l'avais vendu, mais il me dit, t'as proposé ton ordinateur à la vente. D'accord. Je dis oui et tout. Il me dit, viens avec moi en voiture. Machallah, il avait un gros 4x4, il avait un GMC. Il faisait du commerce. Les Émirates étaient commerçants, ils faisaient du commerce en Arabie Saoudite. Donc il me redépose chez moi, etc. Il me dit, t'as vendu ton ordinateur parce que c'est compliqué financièrement. Après, j'ai dit, ouais, et tout. Il me dit, t'inquiète pas, etc. Il me dit, écoute, il me donne $200. Ah ouais. Il me donne $200. Il me dit, je vais te payer ton loyer pendant 1 an. Subhanallah. Il me dit, je vais te payer ton loyer pendant 1 an. Magnifique. Il me dit, la seule condition, c'est que tu fasses ta label AM, tu vois. D'accord. Tu étudies la science. Donc, il te paye ton loyer, il te donne 200 € et tu as aussi reçu de l'argent en amont que tu as récupéré dans cette agence. Exactement. Donc, Allah, il t'a un boulevard. Ça veut dire que voilà, il me donne l'argent, $200. Il paye mon loyer pendant 1 an. Pendant 1 an, il paye mon loyer. Ça veut dire que pendant 1 an, j'étais tranquille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que $200 là-bas, c'est beaucoup d'argent. C'est énorme. Justement, donc, cet argent-là, elle m'a permis en fait d'investir dans un commerce avec des frères. Donc on a ouvert un restaurant. Parce que nous, j'avais l'expérience dans la restauration. D'accord. Donc j'ai ouvert un restaurant avec des frères. On était à 3. Et notre restaurant, c'était le restaurant le plus fréquenté dans la ville. D'accord, c'est fou. Ouais, c'est-à-dire que notre restaurant, c'était le restaurant le plus fréquenté dans la ville. C'est fou. Ça veut dire qu'en tout, je fais 2 ans au Yémen. Alhamdoulilah, j'avance. À ma facilité, j'avance dans le Coran, j'avance aussi dans la langue arabe. Dans les sciences religieuses, on avait notre restaurant. Et après, je suis arrivé au Yémen en 2012. Après, on arrive en 2014. 2014, en fait, il commence à y avoir la guerre. D'accord. Juste avant là, je vais juste faire un rebond en arrière. Juste ce que tu nous as dit qu'à un moment donné, tu travaillais quand tu livrais des gâteaux. Tu nous disais que tu gagnais 40 € à peu près par mois et ton loyer était à 40 €. Comment tu faisais pour manger? En fait, des fois, on nettoyait la mosquée. Tous les vendredis, on nettoyait la mosquée. Et vous étiez payé? On était payé. D'accord. Ou des fois, on s'entraidait avec les frères, etc. D'accord. Mais c'était vraiment la bagarre. Je me rappelle qu'à cette époque-là, je passais devant un restaurant, je me rappelle toujours, ils vendaient du poulet, etc. Je voulais en acheter. Tu bavais? Ouais, je voulais en acheter, mais je ne pouvais pas. Et un jour, il y avait un frère, il était connu. Et peut-être que tu vas te rappeler de son nom, il s'appelle Abdelrani. Ouais, de nom, je connais. Abdelrani, il était passé à une émission. À l'époque, cette émission m'avait motivé pour partir au Yémen. Et un jour, il nous avait invités au restaurant, etc. Et c'était tellement magnifique ce jour-là. Je crois que c'était la seule fois que j'ai mangé au restaurant, ou l'une des seules fois que j'ai mangé au restaurant pendant ces 4 mois-là. D'accord. Et ouais, c'était magnifique. Ouais. Donc là, on revient, on est en 2014, il y a la guerre qui commence. Exactement. En fait, là, il y a le Yémen, ça commence à devenir instable. D'accord. Le Yémen, ça commence à devenir instable. Du coup, moi, je me dis, j'ai envie de quitter le Yémen. Et du coup, mon ami qui était en Égypte, il était en Égypte et qui voulait venir au Yémen. Du coup, il quitte l'Égypte et entre-temps, il va habiter aux Émirats Arabes Unis. D'accord. Il va habiter aux Émirats Arabes Unis. Et moi, je connaissais les Émirats Arabes Unis. Donc, je me dis, bon, je vais aller un peu aux Émirats Arabes Unis. Et je vais aller vendre du miel. Et en fait, il y avait un site à l'époque qui s'appelait Hijra Conseil. D'accord. Donc moi, je regarde le site Hijra Conseil, parce que moi, je me dis, j'ai envie de quitter le Yémen, etc., parce que ça commence à devenir instable avec la guerre, etc. Et donc, je me dis, je vais aller... il parle du Koweït. Pourquoi, toi? Ça te tente? Ouais, ça me tente. Je me dis, les Émirats Arabes Unis, ça me tentait pas trop, parce que j'avais vu que pour l'étude de la science, c'était faible. Et l'ouverture qu'il y avait dans le pays, j'avais pas trop aimé. D'accord. Mais je regarde et je la conseille, je regarde le témoignage du frère, et j'aime. D'accord. J'aime comment il parle du Koweït, etc.
Donc je dis à ma femme et tout, que je veux partir 1 mois ou 2, je vais aller voir le Koweït, etc. Donc je laisse ma femme. Donc tu laisses ta femme au Yémen, Yémen et tu pars au Koweït. Voilà, en fait, je fais quoi? C'est que je vais avec un bidon de miel du Yémen. Je prends le bus de Moukalla, de Aden. D'accord. Je prends le bus de Aden Au jusqu'au Sultanat d'Oman. D'accord. Au Sultanat d'Oman jusqu'à Dubaï. D'accord. À Dubaï, j'ai vendu mon bidon de miel. Et j'avais 100 € en poche. Ah ouais. 100 € en poche. Parce que j'ai plus comment se fait, mais j'avais 100 €. Je me rappelle, j'avais 100 € en poche. D'accord. C'est très peu. Très peu. J'ai pris mon billet pour le Koweït. J'arrive au Koweït. Etc. Billet d'avion? Billet d'avion. D'accord. J'arrive au Koweït. Au Koweït, normalement, j'étais rentré en contact avec les Hijra conseil. Il m'avait mis en contact avec quelqu'un là-bas, mais subhanallah, au dernier moment, en fait, c'était une époque où les gens, ils allaient beaucoup à Daesh, etc. Tu vois. D'accord. Donc le frère, il a eu peur, etc. Tu vois. Donc au final, il me dit, moi, je peux rien faire, je peux pas venir à l'aéroport. Donc j'arrive à l'aéroport, il n'y a personne. D'accord. J'arrive au Koweït, à l'aéroport, il n'y a personne, etc. Donc ce que je fais, c'est que au début, je dors. Au début, il faisait chaud, tu vois, donc je dors à l'aéroport. Après, ce que je fais, c'est que je prends un bus, je vais en ville, tout ça, tu vois. Et moi, ce que je faisais, c'est que lorsque je voyais quelqu'un qui est barbu, etc., je dis voilà, je veux le voir. Je dis écoute, je suis venu pour étudier, etc., pour m'installer, tu vois. J'ai quitté la France. J'aimerais bien vivre dans un pays musulman, etc., tu vois. Je cherche une solution, etc., tu vois. Et donc, ce pranala, je tombe sur des Égyptiens. Je tombe sur des Égyptiens, tu vois. En plus, comme vu que je connaissais l'Égypte, etc., tu vois, je tombe sur des Égyptiens. Il me dit, ouais, on connaît des frères, etc. Il y avait là-bas beaucoup de travailleurs célibataires. On connaît des frères, etc. Tu peux vivre avec eux, etc. Donc, il y a des frères, alhamdoulilah, des frères égyptiens. J'étais étonné parce qu'en fait, quand tu connais l'Égypte, tu te dis, comment les Égyptiens vont t'héberger, etc. Tu vois. Mais les Égyptiens, quand ils sont dans le Golfe, c'est des autres différents, personnes. Quoi. Ils sont totalement différents. Donc, je vis avec des Égyptiens, etc. Et franchement, le contact, il passe super bien entre eux. Je me rappelle, j'étais au quartier au Koweït qui s'appelle... C'était à côté de El Moustashfa El Emiri. Tu vois, c'était un quartier au Koweït. Et donc, je commence à fréquenter les milieux où... avec les étudiants en sciences, etc. Et donc, il y a un chir au Koweït, il entend parler d'un petit jeune français qui est venu pour vouloir s'installer, etc. Donc, il me dit, appelle telle personne, c'est un homme d'affaires, un Koweïtien. D'accord. Je lui dis que tu l'appelles de ma part, il va voir qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, etc. Et donc, je l'appelle cet homme d'affaires Koweïtien, etc. et tout. Il me dit, viens, on va se rencontrer, etc. Donc, on se rencontre, etc. Je me rappelle, il s'appelle Osman Abou Abdelrahman, un Koweïtien. D'accord. On sympathise, etc. Tu vois, subhanallah. Et subhanallah, il me donne 1500 €. Tu rencontres énormément de personnes qui sont... Il me donne 1500 €. Très généreux avec toi. Franchement, c'est énorme. Ce Koweïtien-là, il me donne 1500 €. 1500 €, ça veut dire que... Et en fait, ce voyage au Koweït, c'est pour ça, tu vois, quand les gens, ils parlent... ils disent le racisme, etc., etc. Moi, j'ai vécu avec les Arabes et j'ai que des retours magnifiques. J'ai que des retours magnifiques. T'as pas ressenti ce pseudo-racisme? Pour moi, le racisme, c'est souvent lié à une situation économique. C'est-à-dire que si tu es dans un pays que tu tends la main, tu peux subir le racisme. D'accord. Quand tu viens de manière noble, non, tu vois. Et donc, ce Koweïtien-là, il me donne 1500 €. Et en plus, on s'est revus plusieurs fois. Hein. Quand il est venu en France, on est parti manger ensemble aux Champs-Élysées et tout. On était parti à Agendaz et tout. Et donc, magnifique. Et donc, de ce voyage au Koweït, en fait, je cherche du travail, etc. Mais à chaque fois que je vais quelque part, on me dit, tes diplômes. C'est quoi tes diplômes? À ce moment-là, t'en avais pas, t'avais ton bac pro, si je me souviens. J'ai pas de diplôme, j'avais juste le bac, tu vois. Ouais. J'ai pas de diplôme. Ce qu'on demande, c'est des diplômes supérieurs. Des diplômes supérieurs, j'ai pas de diplôme. Ils sont même étonnés de voir un Français sans diplôme. Donc moi, je commence à prendre
conscience de l'importance des diplômes. D'où l'importance des diplômes, d'où l'importance d'étudier. Et d'où l'importance d'étudier. Je prends conscience de ça. Donc, je vois que toutes les portes, elles se referment parce que j'ai pas de diplôme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décide de rentrer au Yémen. Et je vais chercher mon épouse. Et quand je retourne au Yémen, la situation, elle s'est envenimée. Parce qu'il y avait les Houthis qui ont commencé à prendre le pouvoir, etc. Et le shérif dit aux étrangers, il faut que vous partiez, etc. Donc moi, je décide de revenir en Égypte. Donc je reviens en Égypte. Avec ton épouse, cette fois-ci? Avec mon épouse, ouais. On revient en Égypte et on avait un enfant. D'accord. Donc je reviens en Égypte, etc. Et je suis en Égypte et tout. Et voilà, le voyage au Koweït, il a été un voyage qui était marquant. C'était il y a 10 ans. C'était en 2014, je me rappelle. En 2014. Donc je me dis, il faut que je fasse un diplôme. Il faut vraiment que je fasse un diplôme et tout. Donc là, je commence à me dire, je vais quitter l'Égypte. Je suis revenu en Égypte pendant 5-6 mois. Je me dis, je vais quitter l'Égypte. Je vais aller soit en Tunisie, soit en Algérie, soit au Maroc. Un pays francophone. Pays francophone. D'accord. Parce que je ne voulais pas rentrer en France. Je me dis, je vais faire un diplôme. Je me dis, je vais faire quelque chose. Vu que mon épouse a été infirmière, je me dis, la santé, j'aime bien. La santé, j'aime bien. En plus, quand j'étais au Koweït, j'étais à côté d'un hôpital et tout. D'accord. J'aime bien la santé. Mon père, il est médecin. D'accord. Donc, je me dis, je vais faire un diplôme dans la santé. Donc, j'appelle des écoles. En fait, l'Algérie, je voulais aller en Algérie, mais l'Algérie, comme quand tu es français, il faut un visa. Donc, c'est compliqué. La Tunisie, j'entends que religieusement, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc, le pays intermédiaire, c'est le Maroc. D'accord. Donc je me dis, je vais aller au Maroc. Donc je commence à rentrer en contact avec des frères, etc. au Maroc. Ils me parlent du Maroc et tout. Et donc j'appelle des écoles. Je dis voilà, je suis français, je voudrais étudier. Je me rappelle, il y avait un monsieur, je me rappelle toujours ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, le savoir n'a pas d'origine, vous êtes le bienvenu au Maroc, etc. L'hospitalité des Marocains. Exactement, il m'a dit, le savoir n'a pas d'origine, vous êtes le bienvenu au Maroc et tout. Donc, avec mon épouse, là, qu'on décide de venir au Maroc. Donc, la première ville où je suis arrivé, lorsque je suis arrivé au Maroc, c'est Agadir. Agadir, c'est vrai qu'au début, avant d'arriver au Maroc, j'avais beaucoup d'appréhension. Parce que j'ai grandi avec des Marocains en France. D'accord. Lorsque j'habitais à Amiens. Et c'est vrai que j'avais un peu subi de la xénophobie de certains Marocains. D'accord. Donc, moi, j'ai de l'appréhension. Je me dis, au Maroc, ça va être un peu ce que j'ai vécu lorsque j'étais jeune. Un peu de racisme, etc., quoi. le racisme, etc. Et après, à mon grand étonnement, j'arrive à Agadir. Je vois les gens, ils sont gentils, ils sont accueillants. Je vois des Marocains noirs. Des fois, on m'a déjà pris pour un Marocain. Plusieurs fois, quand j'étais à Marrakech, etc. Je vois les Marocains, c'est des crèmes. Je me dis, mais c'est quoi? En fait, qu'est-ce qui se fait que... Et après, je comprends que... En fait, les Marocains avec qui je vivais quand j'étais à Amiens, en fait, c'est des Marocains qui sont originaires du nord du Maroc. D'accord. De la région vers Nador, etc. D'accord. Et ça veut dire que même au Maroc, en fait, ils sont beaucoup entre eux. D'accord. Les gens du nord du Maroc, ça veut dire que entre un Marocain, un Schleur du sud, ou un Berbère et un Marocain du Nord, c'est deux Marocains totalement différents. Et donc, franchement, j'aime beaucoup le Maroc, je suis à Agadir, etc. Au début, j'essaie de commencer mes études en tant qu'infirmier. Je voulais faire des études en tant qu'infirmier auxiliaire, mais malheureusement, ça n'aboutit pas. Et en fait, c'est vrai que pendant plusieurs années, j'avais toujours... moi, j'appelle ça les golfeurs. J'étais un peu un golfeur, ça veut dire que j'étais au Maroc, mais je me voyais encore beaucoup dans le golf. D'accord. Ça veut dire que, au début, j'ai envie de faire mes études en tant qu'infirmier, mais ça n'aboutit pas. Ça te plaît pas? Ouais, je ne sais plus pourquoi il y avait eu des problèmes avec des papiers, etc. D'accord. Donc, ce qui fait, c'est que avec un ami à moi, on monte un business de parfum. Ça veut dire que je monte un business de parfum. Moi, au Maroc, j'avais des fournisseurs de parfums. Je faisais les parfums et je lui envoyais en France et lui les vendais, etc. D'accord.
Et franchement, ça prend bien. Ça prend bien. On commence à bien se faire de l'argent, etc. Donc, ce que je me dis, c'est que, ok, le Koweït, ça n'a pas fonctionné parce que j'avais pas de diplôme, mais c'est un pays qui est attractif, on peut faire des business. Donc, avec mon ami, mon beau-frère et moi, on décide de mettre de l'argent de côté pour ouvrir un restaurant au Koweït. D'accord. Ouais, là, et là, on y va à 3. On y va à 3 au Koweït, on kiffe, etc. Là, on est vers. Et là, ta famille, elle est au Maroc ou tu Ouais, la prends toujours avec toi? j'y vais avec mes amis. D'accord. On y va au Koweït, on aime. Donc on se dit, ok, on va essayer de s'installer là-bas. Les frères ils me font confiance, donc je retourne une autre fois, etc. J'ai une somme d'argent. On a loué, on a commencé à ouvrir un restaurant, mais malheureusement, on s'est fait arnaquer, tu vois. Au Koweït, ça. Au Koweït, on s'est fait arnaquer, tu vois. Par des gens sur place ou pas? En fait, c'est un Koweïtien qui s'est fait arnaquer et ça a empathie sur nous, tu vois. D'accord. C'est une longue histoire, mais Très bien. malheureusement, on perd de l'argent en voulant ouvrir un restaurant. Donc là, je suis toujours au Koweït, etc. Bon, je me dis, c'est vrai que je vivais au Maroc, mais j'étais toujours dans le Golfe. Je me dis, allez, je vais tester, etc. au Qatar. Donc vers 2018, comme ça, je décide de venir au Qatar. Je vois le Qatar, je kiffe, etc. J'aime vraiment beaucoup et tout. J'aimais vraiment les pays du Golfe et tout. Et là, tu as vu que je suis en mode sport, etc. Tu vois, je étais en mode sport. C'est-à-dire que je commençais un peu à travailler. J'avais ma carte de résidence. Je commence à travailler en mode coach de sport et tout. Mais la vie, elle est chère, donc ça prend pas comme je veux, etc. Tu vois. Après, j'ai ma grande sœur, qui vivait en Égypte. Elle est partie s'installer à Tanger. D'accord. Donc elle me dit, écoute, viens, essaye Tanger, etc. Ma grande sœur me soutenait beaucoup dans mes projets. D'accord, donc toi, pendant que là, tu es au Koweït, ta sœur va s'installer à Tanger. Voilà. Ta famille, elle est à Agadir. Voilà. D'accord. Ma sœur me dit, viens à Tanger, teste Tanger, etc. Tu vas voir, tu vas peut-être aimer, etc. Et ma mère, elle me dit, ouais, va t'installer à Tanger aussi, où il y a ta sœur et tout. Moi, d'abord, il faisait froid, donc moi, j'étais habitué au pays chaud. D'accord. Ma mère me dit, va t'installer à Tanger, etc. Tu vas voir, tu vas peut-être aimer, etc. Et du coup, je dis, ok, bismillah, on va aller s'installer à Tanger. Et on va voir. Et entre-temps, j'ai oublié. J'avais fait 6 mois en Angleterre. Ouais. D'accord. Ouais, j'avais fait 6 mois Pour en quelle Angleterre. raison? Parce qu'en fait, moi, j'étais dans une optique de je vais avoir des diplômes. D'accord. Donc, avec ma femme et mes enfants, on va en Angleterre. Ça, c'était pendant la période du Maroc? Ouais, pendant la période du Maroc, où j'étais à Agadir. Je décide de partir en Angleterre pendant quelques mois. Mais en fait, là-bas, quand j'arrive en Angleterre, en fait, moi, je pensais que c'était un peu comme la France. Mais en fait, là-bas, les diplômes, c'est payant. Ouais. Les gens, ils prennent des crédits. Le système est différent. Voilà, ils prennent des crédits pour aller à l'université. Donc là, je me prends encore une claque, etc. Donc en rentrant en Angleterre, c'est là que ma mère... j'étais reparti à Agadir, après je suis parti au Qatar. Donc ma mère me dit, ouais, essaie d'aller à Tanger, tu vois. Donc je vais à Tanger, je m'installe à Tanger, à côté de chez ma grande sœur, etc. Et c'est vrai que là, j'ai vu un Maroc différent et aussi ma mentalité, elle a commencé à changer. Dans quel sens ça a changé? Dans quel sens, c'est que moi, j'étais un peu fermé d'esprit, je prenais pas le temps de me faire plaisir. D'accord. Donc là, j'ai acheté une voiture. Il y a un frère qui m'a vendu une voiture au Maroc. Et là, ma sœur, elle était beaucoup plus ouverte d'esprit, parce que ma sœur, alhamdoulilah, elle avait une plateforme en ligne qui s'appelait Couture entre sœurs. D'accord. Et elle vendait des formations où elle aidait les sœurs à faire de la couture. Elle leur apprenait à faire de la couture. D'accord. Donc franchement, ça marchait bien. Ça marchait bien. Donc ma sœur, machallah, tu vois, elle avait quand même une ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'elle vivait, elle vivait bien, tu vois. Donc ma soeur commence ça t'a donné envie. Voilà, elle commence à me mettre dans les ambiances et toi, viens, on va au restaurant. Chose que tu connaissais pas trop encore. Moi, j'ai vécu la hijra, mais je me faisais pas plaisir. C'est-à-dire que même quand j'allais au Koweït, etc., à ces époques-là, quand je voyageais, je visitais rien. Je faisais rien du tout. J'avais pas ça en tête.
Donc ma sœur, elle commence à... Elle te donne le goût de la dunya. La dunya, tu vois. C'est la dunya halal, tu vois. On est d'accord. Et donc, on va à Tanger, on va dans les restaurants, etc. Après, ma soeur, elle me dit, ouais, fais des formations en ligne. Au début, je fais une formation pour enseigner l'arabe. Bon, la formation, elle ne marche pas très bien, mais ça me donne un petit bagage, etc. Tu vois. Après, j'entends parler du VTC, etc. Tu vois. C'est-à-dire, tu entends parler du VTC? Parce que je rentre un mois en France, je ne sais plus pourquoi je rentre en France, etc. Pendant un mois, et il y a des amis à moi qui me parlent de VTC, etc. Donc je me dis, bon, pourquoi faire chauffeur Uber. Faire chauffeur, par exemple. voilà. Donc je commence à faire ma carte de VTC, etc. Tu vois. Et en même temps, ce prendre-là, un jour, je suis à Tanger, je tombe sur une grosse affiche comme ça, cursus kinésithérapeute en 3 ans. Donc là, je me dis, moi, je vais aller voir et tout ça. Tu vois, le projet d'avoir un diplôme, il est toujours dans ma tête. Donc là, j'y vais dans l'école, etc. Ça se passe très bien. Inscription, le lendemain, je commence. D'accord, aussi rapidement que ça. Le lendemain, je commence. Et en même temps, c'est quoi? C'est que c'est l'année où le Covid, etc., il arrive. Mais tu nous as annoncé juste avant que Voilà. tu étais en France par rapport à VTC. Voilà. Quel est le rapport avec... Parce qu'en fait, j'ai fait ma formation, tu vois. D'accord. J'ai fait la formation, j'ai ma carte de chauffeur VTC. En France, tu as fait ça? Voilà. Mais c'était une formation que je faisais à distance. C'est-à-dire que j'étais au Maroc, je lisais le livre, etc. En fait, je l'ai fait en candidat libre. D'accord. Je fais ma carte de chauffeur VTC, etc. Et en même temps, quand je suis au Maroc, je lis le livre, etc. Et je vois la fiche, etc. Tu sais, quand il faut aller à l'examen, je vais à l'examen. Alhamdoulilah, elle m'a facile, j'ai ma carte de chauffeur VTC. Parce que moi, je me disais, bon, pourquoi pas pour travailler de temps en temps et revenir au Maroc, etc. Et donc, Allah me facilite, c'est qu'il y a un frère que j'avais rencontré aussi quelques années. Il m'a mis des gens sur ma route qui ont toujours été des causes pour me faciliter. Le frère, dès que j'ai ma carte VTC, il me dit, ouais, je connais un ami à moi qui vend des voitures tu peux payer en plusieurs fois. Ça, c'est en France, ça? En France. D'accord. Il se dit, ouais, ça m'intéresse, etc. Donc, le frère, il me met en contact avec le gars qui vend la voiture en plusieurs fois. Alhamdoulilah, j'en parle à mon père. Mon père me dit, ouais, tout ça, vas-y, il n'y a pas de problème, je vais t'aider, etc. La voiture a coûté 12 000 euros. Mon père, il me passe 3 000 euros. Moi, j'avais aussi un peu d'argent. Je mets la voiture, je lui donnais le premier montant, 5 000 euros. D'accord. Donc maintenant, je me disais, j'allais venir travailler de temps en temps. Mon grand frère, je me rappelle, mon grand frère me disait, mais le frère, il me disait, le gars qui t'a vendu, il est pas musulman, il me dit, le gars qui t'a vendu la voiture, il est fou. Il m'a dit, il te fait confiance, etc. Il t'a changé la carte grise alors qu'il ne te connaît même pas. Je dis, mais moi, je suis pas un escroc. Je dis, moi, je suis pas un escroc. Tous les gens ne sont pas comme toi. Je dis, moi, je suis pas un escroc, je vais le payer. Donc, là, je commence mes études de kiné. Maintenant, je leur dis, mais écoutez, moi aussi, des fois, ça m'arrive de devoir aller en France pour pouvoir travailler, etc. Est-ce que c'est pas contraignant, etc. Ils m'ont dit non, ils m'ont dit c'est toi, si tu arrives à faire les deux, etc., il n'y a pas de problème. Mais maintenant, le Covid, il arrive. Donc, on arrive à la période du Covid-19. Donc, moi, j'entreprends mon cursus en kinésithérapie. Au début, j'avais demandé à l'école si c'est possible de faire un peu des deux. Ça veut dire que je viens en cours, mais des moments où je serai absent parce que je dois travailler, je dois subvenir aux besoins de mon foyer. Et je n'avais pas encore trouvé d'emploi au Maroc. Donc je me disais, bon, j'allais faire quelques semaines où j'allais aller faire VTC, parce qu'en plus l'école elle était payante. D'accord. C'était 300 euros par mois. D'accord. Donc je devais payer ça, je devais payer mon loyer, etc. Et donc le Covid-19, il arrive. Donc ça veut dire qu'à un moment, on ne pouvait plus voyager, etc. Donc je dois changer mes plans. Donc ce qui fait que la voiture que j'avais commencé à acheter, je me dis, je vais la louer. D'accord. Je la loue. Pendant la période du Covid. Pendant la période du Covid, à un pote à moi qui faisait VTC. Et donc là, je me dis, il y a un ami à moi, il me met la puce à l'oreille, il me dit, pourquoi tu n'ouvres pas ta propre société de VTC? Donc là, j'ouvre ma société de VTC et je commence à avoir un ou deux chauffeurs. La dernière fois, ce prendre-là, j'étais tombé sur un cahier que j'avais. Je
Moi, je faisais mes calculs dans un cahier. Même tu te moquais de moi une fois, tu me disais pourquoi tu ne fais pas tes calculs sur Excel. Je sais pas, j'étais plus à l'aise avec le cahier parce que je devais payer les chauffeurs qui travaillaient pour moi. Et donc, ça m'a permis en fait de pouvoir me consacrer à mes études de kinésithérapie sans avoir besoin de retourner, de voyager en France. Donc, alhamdoulilah, j'ai suivi mon cursus pendant 3 ans. D'accord. J'ai eu mon diplôme de kinésithérapeute. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais tellement, alhamdoulilah, la facilité que les activités le domaine dans lequel je suis, le VTC, ça marche bien, que j'ai même pas, jusqu'à là, j'ai jamais travaillé vraiment dans mon domaine. D'accord. J'ai jamais vraiment travaillé dans mon domaine parce que aujourd'hui, je suis plus dans une optique de mettre en place des business que je peux plus ou moins gérer à distance ou des business qui sont dématérialisés. Ça m'arrive de prendre des patients en kinésithérapie, mais c'est plus des choses que je fais du bénévolement. D'accord. C'est plus des choses que je fais bénévolement. D'accord. C'est super, il y a pas mal de choses. Donc maintenant, tu nous as dit que tu as la période du Covid. Cette période t'a permis de faire du VTC. En même temps, tu avais continué un peu après tes études en kiné. Et là, aujourd'hui, là, on était au Maroc. Aujourd'hui, tu vis en Égypte. Exactement. Donc, on veut comprendre tout ça. Donc, j'ai eu mon diplôme de kinésithérapie et bien avant d'avoir mon diplôme, en fait, je me projetais déjà à quitter le Maroc parce que pour moi, le Maroc, c'était pas une fin en soi. J'étais allé au Maroc pour un but, c'est d'avoir mon diplôme. Et le Maroc, franchement, c'est un pays que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé les gens au Maroc, etc. Et même quand j'étais installé au Maroc, c'est là-bas que j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Mohamed Lamine, qui porte mon nom. On la mettra dans la biographie, dans la description. C'est là-bas que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est là-bas que je me suis dit, je peux apporter quelque chose. C'est là-bas que je me suis dit, j'ai commencé à parler de Hijra, de mes voyages, etc. J'ai une série même qui s'appelle Sur la route de la Hijra, où je résume un peu mon parcours, etc. Mais voilà, j'étais heureux au Maroc, mais il me manquait quelque chose. C'était quoi ? C'était l'apprentissage de la science. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on peut apprendre la science au Maroc, mais c'est vrai que c'est pas, on va dire, vulgarisé et démocratisé comme en Égypte. Donc, en 2022, vers la fin de mes études de kinésithérapie, je me rappelle, il nous avait laissé une période où on devait préparer notre mémoire. D'accord. Enfin, on n'avait plus de cours, on devait préparer notre mémoire. Donc, je décide de faire un voyage en Arabie Saoudite, en fait, et en Égypte et en Arabie Saoudite. Je me dis, je vais voir où je me verrai plus vivre. Est-ce que c'est en Égypte ou est-ce que c'est en Arabie Saoudite? Donc, je fais un voyage dans les deux. Et je viens en Égypte ici, je reste 4 jours. C'est là qu'on s'est vu, etc. Tu commences par l'Égypte? Je commence par l'Égypte, ouais. Je commence par l'Égypte. Ça faisait 7 ans que j'étais pas venu en Égypte. D'accord. Et franchement, je vois un nouvel Égypte. C'est vrai que déjà, ma mentalité, elle avait changé. Avant, j'étais en mode... j'habitais dans les quartiers populaires, etc. D'accord. Je prenais pas le temps de vivre. Parce de faire plaisir, quoi. De se faire plaisir, on a le droit de se faire plaisir. Exactement. L'islam n'interdit pas de se faire plaisir. Allah, dans le Coran, il nous dit voilà, tansana sibaka min ad-dunya. Il n'oublie pas ta part dans ce bas monde. Donc, vous m'avez fait découvrir les bons quartiers du Caire, qu'Allah vous récompense, Médinati, etc. Donc, voilà, j'ai vraiment apprécié l'Égypte et je vais en Arabie Saoudite aussi, etc. J'apprécie, donc, mais je cherchais vraiment un pays où je peux avoir de la dunya, je peux avoir une bonne dunya et en même temps, je peux avoir quand même cet esprit religieux où tu vois plein de gens qui viennent, qui sont là pour étudier et vous concurrencez dans ça. Et c'était un peu ce qui me manquait au Maroc. Et puis je voulais aussi que mes enfants aient grandi dans un pays où ça parle vraiment l'arabe. Et moi aussi, j'avais besoin de me remettre dans les études, parce que dans les études religieuses, parce que lorsque tu restes longtemps dans les études mondaines, c'est vrai que
quand même ta foi, elle en prend un coup. Ouais. Tu es tous les jours avec des gens qui sont pas forcément des gens qui sont religieux, donc ta foi, elle en prend un coup. Donc j'avais vraiment besoin de revenir dans un pays où je vais me remettre dans l'apprentissage du Coran, dans l'apprentissage de la langue arabe, dans l'apprentissage des sciences religieuses. Et donc, j'ai fait le pour et le contre entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. J'ai vu que l'Égypte, la vie, ça coûte quasiment rien du tout. Tu peux avoir un très haut standing de vie pour rien du tout. Et voilà, j'ai décidé de revenir en Égypte. D'accord. Donc ton choix s'est porté sur l'Égypte par rapport à l'Arabie. Exactement. Donc ensuite, là, depuis... Donc, combien de temps tu es là? 2 ans? Ça fait 2 ans que je suis revenu. Ça fait 2 ans là. Donc tu as été heureux de trouver, on va dire, un cadre religieux, à la fois pour toi et j'imagine pour tes enfants, voire ton épouse. Derrière tout ça, tu as vu un pays dans lequel tu pouvais vivre et profiter de ce qu'il y avait de bon, on va dire, dans tout ce qui est permis. Et comment tu vis aujourd'hui en Égypte? Comment tu te sens? Franchement, je suis super heureux. Je suis super heureux. Là, ça fait, voilà, comme je disais, ça fait 2 ans que je suis revenu en Égypte. Je suis très satisfait. Mes enfants aujourd'hui, ils parlent couramment égyptien. Ils sont heureux, ils vont à l'école ici. Et ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, c'était la rentrée des classes. Tu amènes tes enfants à l'école. La professeure, elle est en niqab. Tes enfants, ils sont voilés, etc. Tes enfants, ils apprennent l'arabe, ils apprennent le Coran. Ma fille, alhamdoulilah, elle a bien avancé dans ses écoles. Parce qu'aujourd'hui, elle me dit, oui, elle a 8 ans, bientôt 9 ans. Dans sa classe, il y a des filles qui ont 12-13 ans. Donc, elle est avec des grandes. Et aujourd'hui, je suis super heureux. Parce que quand je vois mes enfants qui parlent couramment la langue arabe, qu'ils ont avancé dans le Coran, et Allah m'a facilité aussi. Quand je suis revenu, j'ai recommencé les cours d'arabe. Je me suis réinvesti dans le Coran. C'est magnifique. Et puis je vois aussi que c'est vrai que, comparé un peu par exemple au Maroc, en Égypte, je pense que tu peux avoir un meilleur niveau de vie pour beaucoup moins cher. D'accord. Tu as des grands appartements de 3 à 4 chambres, 170 mètres, 180 mètres carrés, pour moins que rien. En plus, malheureusement pour les uns et heureusement pour d'autres, il y avait la dévaluation de la monnaie égyptienne. Pour nous, c'est, on va dire, heureusement, parce que vu qu'on vient avec des euros, ça nous permet de bien vivre. Et puis, on a l'Arabie Saoudite qui est à côté. Ça veut dire qu'on peut souvent aller faire la Umrah. Et puis, voilà, elle m'a facilité aussi de voyager souvent. Vu que je suis en Afrique, j'en profite. Je voyage dans mon pays d'origine, au Gabon, où j'essaie de monter des projets. Je voyage aussi de temps en temps avec le frère Abdallah. On était en Côte d'Ivoire récemment. Donc, alhamdoulilah, Allah m'a facilité ici d'avoir l'utile et l'agréable. Ça veut dire qu'il y a une bonne dunya. C'est un pays qui est en train de se développer avec une nouvelle capitale qui est en train de voir le jour. Et en même temps, il y a des écoles de Coran, il y a des écoles où tu peux apprendre l'arabe. Et en fait, je suis tout simplement heureux. Alhamdoulilah. Qu'Allah vous mette la baraka, toi et ta famille. Écoute, pendant tous ces voyages, toutes ces années, on a vu que tu étais beaucoup à l'étranger. Tu t'es aussi loin de ta famille, j'imagine, de ta mère avec qui tu vivais et ton père qui vivait pas avec toi, si je me souviens bien. Comment tu as vécu ça? Et est-ce que tu as des choses qui sont restées en toi, qui t'ont inculqué par rapport à tout ça? Est-ce que c'est des musulmans ou est-ce que c'est toujours pas des musulmans? Raconte-nous tout. Donc, malheureusement, mes parents, ils sont pas encore musulmans. On demande à Allah qu'il les guide vers cette belle religion. Amin. Amin. Bien sûr, j'ai toujours une très très forte relation avec ma famille, mais malgré que j'étais en voyage, ma mère, quand on vivait au Maroc, elle était pratiquement toujours chez nous. Et mes parents, ils ont été divorcés pendant plusieurs années. Après, ils sont remis ensemble il y a quelques années. D'accord. Ils sont remis ensemble il y a quelques années. Et donc, s'il y avait une chose, par exemple, que je devais retenir de ma mère, c'est la résilience. La résilience. Quand j'étais au Gabon récemment, je voyais les femmes au Gabon et je voyais que c'est des femmes qui passionnent beaucoup, souvent des femmes qui vivent dans des foyers monoparentaux. Et j'ai vu d'où ma mère elle tenait sa résilience. D'accord. À patienter face aux épreuves de la vie. Parce que je l'ai retrouvée chez les femmes au Gabon quand j'étais au pays.
Et mon père, il y a une anecdote que j'ai avec mon père. Une fois, je me rappelle, j'étais en voiture avec mon père. Mon père, il est descendu pour faire quelque chose et il avait laissé la clé sur le contact. Et donc, moi, j'ai voulu démarrer la voiture. J'ai voulu conduire. J'étais jeune à cette époque-là. Avec quel âge à peu près? Je devais être très jeune, je devais avoir peut-être 8 ou 9 ans. Ah ouais, t'étais vraiment petit. J'étais Ouais, vraiment t'es petit. jeune, je devais avoir 8 ou 9 ans. Parce que j'étais avec mon père. Parce que mon père, il était médecin et souvent, il travaillait en déplacement. Et cette D'accord. fois-ci, il m'avait pris avec lui. D'accord. Et donc, lorsque mon père il descend pour aller faire une course, il revient, il voit que la voiture elle a été déplacée. Et donc moi j'avais essayé de démarrer la voiture, mais je savais pas comment faire. Et donc moi je me dis, voilà, mon père il va me gronder, il va me frapper, etc. Et à ce moment-là, il m'apprend à conduire. Ah ouais. Il m'apprend à conduire, donc j'étais vraiment étonné. Et en fait, mon père il m'a jamais frappé. Il m'a jamais frappé. Et en fait, c'est ce que j'ai retenu, c'est que on peut respecter son père et le craindre un peu parce qu'il faut quand même cette... toi, tu as peur de ton père, ça reste ton père, sans qu'il ait besoin d'être violent. Donc, sans qu'il ait besoin d'être violent. Et c'est vraiment, c'est vraiment ce que j'ai retenu de mon père. D'accord, belle anecdote. Inch'Allah. Maintenant, on va basculer sur ton projet d'aujourd'hui. Donc, tu as le projet Ibn Zawaj. Donc, tu vas nous dire, avant de nous dire comment ça fonctionne, comment c'est né, et comment ça a pris forme et pourquoi tu as décidé de faire ça. Alors, malheureusement, depuis quelques années, on a remarqué dans la communauté noire qu'il y a un problème, au-delà des musulmans, c'est que on a beaucoup de noirs qui déjà dénigrent, ils sont moins intéressés par les femmes noires de chez eux. D'accord. Et en plus de ça, ça s'accompagne de dénigrement. Ça veut dire D'accord. et malheureusement aussi dans les groupes de mariage, souvent la femme noire elle n'était pas représentée, où on pouvait souvent voir des gens qui mettaient tout sauf une femme noire, etc. D'accord. Et donc un jour il y a une sœur qui a mis en place un Instagram qui s'appelle Zawaj. Elle avait appelé ça racisme sœur noire Zawaj. D'accord. La sœur elle avait mis en place la plateforme, ce Instagram, pour recueillir des témoignages de sœurs noires qui ont subi du racisme ou qui se sont senties ostracisées dans les groupes de mariage. D'accord. Et donc moi, j'avais fait une vidéo sur le sujet parce que ça m'avait interpellé en tant que noir, qui suis marié avec une femme noire, qui suis issu d'une mère qui est noire, qui est des sœurs noires, qui est des filles qui sont noires. Ça m'a vraiment touché, ça m'a interpellé. D'accord. Donc j'avais décidé de faire une vidéo là-dessus. Ensuite, la vidéo, quand même, elle a beaucoup tourné et tout. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à cette vidéo. C'est même une des vidéos qui a fait que j'ai plus ou moins été un peu connu. Bien sûr, on va dire ça dans une sphère qui reste limitée, mais c'est vrai que cette vidéo, elle a beaucoup tourné. Après ça, on a fait des lives avec le frère Abdallah. J'ai invité le frère Abdallah. On a fait des lives. On a parlé de ce sujet qui est un sujet sociétal vraiment, vraiment profond qu'il faut prendre à bras le corps. Comment cela se fait que tu as des hommes noirs, beaucoup. Si tu as une ou deux personnes qui sont intéressées par des femmes d'autres communautés, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un nombre qui est grandissant, en plus que cela s'accompagne de critiques, t'es noir, ta mère elle est noire, mais tu critiques les femmes noires, etc. C'est un problème qui est profond. D'accord. Et donc, avec le temps, donc, on a déjà commencé à traiter le problème. On a fait plusieurs lives sur le sujet. Et les lives, ils ont beaucoup été repartagés. Et donc, avec le temps, je me suis dit qu'il faudrait trouver une solution. Et une solution qui, pourquoi pas, puisse être aussi, on va dire, un projet qui puisse être... voilà, au niveau du pécunier qui puisse rapporter. Donc, et en plus, vu que le sujet du mariage, c'est un sujet que j'ai beaucoup traité. D'accord. En parallèle, notamment avec le frère Sofiane, le frère Suleiman, le frère Abdallah et d'autres frères, le frère Abou Ahmed.
on a beaucoup traité le sujet du mariage. Beaucoup de gens venaient me demander de les aider à se marier, etc. Donc j'avais beaucoup de demandes, donc je ne pouvais pas les gérer. Et la plupart des gens qui me suivent, généralement, c'est des femmes noires, musulmanes. D'accord. Donc je me suis dit, c'est compliqué pour moi de traiter toutes ces demandes comme ça. Le mieux, c'est d'essayer de mettre en place une plateforme qui va pouvoir centraliser toutes ces demandes. Et puis derrière, voilà, ce sera avec une contrepartie. Parce que bon, j'ai investi pour le site internet, j'ai dû payer, etc. Et donc voilà, c'est comme ça que ce projet il est né. D'accord, c'est beau, c'est beau. Bah, maintenant, comment ça fonctionne? Si par exemple demain quelqu'un veut se marier, envisage de se marier, que ce soit noir ou pas d'ailleurs, comment ça se passe? Qui est accepté? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le prix? Je te laisse La me dire. politique de notre plateforme, elle est ouverte à tout le monde. Ça veut dire que, bien sûr, entre guillemets, ça veut dire que toute personne qui veut épouser une femme noire ou un homme noir, il est bienvenu sur notre plateforme. Parce D'accord. qu'on ne veut pas empêcher des personnes qui seraient intéressées par une femme. Alors, le but, c'est pas de créer une plateforme où les mariages, c'est qu'entre noirs. Non. C'est que la femme noire, précisément parce que cette plateforme, elle a été faite pour elle, c'est qu'elle se sente valorisée. Ça veut dire qu'elle ne se sente pas ostracisée et elle ne se sente pas mise à l'écart. Elle est sûre que dans cette plateforme, s'il y a un homme, il est intéressé par les femmes noires. Maintenant, s'il y a un homme blanc ou un homme du Maghreb ou un homme d'Asie qui veut ou voudrait se marier avec une femme noire, il est le bienvenu. D'accord. Et le contraire également, s'il y a une femme du Maghreb ou une femme d'Asie ou d'autres contrées qui aimerait se marier avec un homme noir, elle est le bienvenu. Pour le prix, je ne l'ai plus très bien en tête, mais c'est vraiment un prix qui est dérisoire. Hein. C'est de l'ordre d'environ 5 € pour un abonnement mensuel, D'accord. de 13 € pour un abonnement trimestriel pour les femmes, et de environ 9 € pour un abonnement mensuel pour les hommes, D'accord. et de 22 € pour un abonnement trimestriel pour les hommes. D'accord. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que ce site est ouvert? Aujourd'hui, je pense qu'on a ouvert pendant le Ramadan, donc on doit être environ dans les eaux de 3 ou 4 mois. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des mariages? Alors, il y a eu beaucoup de rencontres. Il y a eu beaucoup de rencontres et éventuellement, je pense qu'il y a eu des mariages. Après, je n'ai pas trop le suivi parce que c'est mon équipe qui s'occupe de ça. D'accord. Mais il y a eu pas mal de rencontres en tout cas. D'accord, alhamdoulilah. Ok. Maintenant, on termine sur cette interview. Est-ce que tu as des conseils à donner, que ce soit aux jeunes ou aux moins jeunes? Je te laisse la parole. Donc, oui, je pense que dans la vie, si j'avais un conseil ou des conseils à donner, c'est que il faut prendre son temps. En fait, on commence toujours petit et après, avec le temps, on évolue. C'est vrai que moi, lorsque je suis arrivé en Égypte, au début, j'étais dans les quartiers populaires. Au début, j'avais pas forcément de moyens. Et en fait, la hijra, généralement, ça commence comme ça. Ça veut dire que au début, tu te construis petit à petit. Je suis arrivé en Égypte à l'époque, j'avais 20 ans. Maintenant, j'ai 15 ans. Et Allah, il m'a permis en fait de passer par plusieurs étapes. Au début, c'était compliqué, c'était la galère. Je me suis cassé la figure, je me suis relevé, je me suis recassé la figure, je me suis relevé. Et je vais sûrement encore me recasser la figure parce que la vie, comme il dit les proverbes, dawamul hal min al muhal. Traduit. Subhanallah, dawamul hal min al muhal. En grosso modo, une situation ne reste jamais comme elle est. Ça change, c'est un perpétuel changement, donc on va passer par des épreuves, etc. Mais voilà, il faut prendre le temps de se construire, il faut essayer d'avoir une bonne lecture de la vie. Ça, c'est vraiment important, d'avoir une bonne lecture de la vie. C'est vrai que nous, il y a des erreurs qu'on a faites, où il y a des choses qui, avant, n'étaient pas présentes. Il y avait des moyens, aujourd'hui, que l'on a, qu'avant, on n'avait pas. C'est, par exemple, aujourd'hui, alhamdoulilah, moi ou d'autres frères, on a des chaînes où on fait des vidéos, où on parle de nos parcours, où on parle de la hijra, on donne des conseils pour les gens qui
veulent voyager, etc. Ça, c'est des choses que je conseille les frères en amont de regarder, parce que nous, à notre époque, il n'y avait pas toute cette information. Aujourd'hui, il y a un accès à l'information qui est vraiment très important par rapport à avant. Donc voilà, je conseille aux frères et aux sœurs d'avoir une bonne lecture de la vie, de vraiment regarder en amont et de ne pas avoir peur de se lancer, de se fixer des dates butoirs, de partir et en fait de se dire que Allah Azza wa Jal, en fait, il est au contrôle de tout. Et tant que vous avez une intention qui est sincère, Allah Azza wa Jal va faciliter.